Bonjour. Alors avant de vous présenter le point de situation en Ukraine, je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Avec ce VPN, mes données sont protégées lorsque je navigue sur le web ou lorsque je fais des paiements. J'ai également accès à du contenu géobloqué dans ma région, ce qui me permet d'avoir accès à d'autres sources d'informations. Avec ce VPN, mes données sont également protégées lorsque j'accède à un Wi-Fi public. Avec un seul compte, je peux me connecter à différents appareils et cette application est disponible sur plusieurs plateformes comme macOS ou Google Play. CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. C'est un produit que j'utilise maintenant depuis plus d'un an et qui me permet d'affiner mes recherches en ayant accès à d'autres sources. Donc je l'utilise quotidiennement pour faire mes vidéos. Avec le lien en description, vous aurez un essai de 45 jours et vous aurez donc accès à tout cela en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Donc retour sur la carte pour le point de situation au 22 août 2025. Dans la soirée du 20 août, les Russes ont lancé un important raid de drones sur l'Ukraine, accompagné de missiles balistiques et de croisières. Comme vous pouvez ici le voir sur la carte. Les cibles se trouvaient essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine, mais également sur Soumy et Dnipro dans l'est. Et apparemment, un missile Zircon aurait été utilisé dans les frappes, en provenance de Crimée. Les Ukrainiens, de leur côté, ont mis au point un nouveau missile répondant au nom de Flamingo, ou FP5, toute proportion gardée, parce qu'il est beaucoup plus gros, ressemble à première vue au V1 allemand de la Deuxième Guerre mondiale, mais le missile est beaucoup plus imposant, avec apparemment une portée de 3000 km, mais cela reste à confirmer, tout comme sa précision de frappe qui n'a pas encore été évaluée, mais à savoir qu'il peut emporter une charge utile de plus de 1 tonne. Donc nous en saurons davantage ces prochaines semaines. Et d'ailleurs ici sur la vidéo, on peut observer le propulseur se détacher peu de temps après le lancement. Direction à présent le terrain. Alors on va commencer avec l'oblast de Bryansk en Russie, où les drones ukrainiens ont ciblé et atteint une station de pompage pétrolier, ici donc dans la soirée du 21 août, donc hier soir exactement. Donc cette station de pompage pétrolier a été touchée par des drones hier. Ensuite, nous allons nous diriger à présent sur la ligne de front. À l'est de Tetkino, donc pour rappel ici nous sommes dans la région de Koursk, ici dans la région de Soumy. Des fantassins russes ont hissé un drapeau au sud du village de Bezalivka, village qui se situe ici exactement. Donc cet événement a eu lieu il y a 2 jours. On se déplace vers l'est. Alors la seule modification sur la ligne de front de Soumy est à mettre au profit des Ukrainiens, puisque ces derniers ont repris le contrôle du village de Varachinier, qui pour rappel depuis le 21 juillet était sous contrôle des Russes, mais depuis le 16 août, le village a changé de main, et les fantassins ukrainiens ont continué leur progression au nord de ce même village, puisque ici, une tranchée a été bombardée par les Russes, ce qui sous-entend une présence ukrainienne. Et d'ailleurs, une position de leur armée ici a été attaquée par un drone kamikaze russe dans la journée du 16 août. Donc, je dézoome pour bien vous montrer où on se situe, donc sur la ligne de front, dans la région de Soumy. En termes de géolocalisation de matériel détruit, ici nous avons un BMP-1 ukrainien qui a été détruit le 10 août par un drone kamikaze russe au sud du village de Andriivka. Et un petit peu plus à l'est, ici, c'est un Viking qui a été détruit le 15 août, là également par un drone kamikaze russe. Donc voilà pour ce secteur de Soumy qui est beaucoup moins actif ces dernières semaines. Nous allons maintenant nous rendre sur le front de Kharkov et plus précisément dans la ville de Vovchansk, sur la partie ouest de la ville, ici dans la zone industrielle. L'infanterie russe ici a été bombardée le 16 août, donc ce qui dénote ici une avancée de ces derniers et ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie au nord de la zone industrielle. À l'est de la région de Kharkov, dans le secteur de Milovier, ici, il n'y a eu aucune modification. À noter qu'en termes de géolocalisation, ici, un char ukrainien qui était en train de progresser en direction des positions russes a été détruit ici le 20 août. Donc, il s'agit plus précisément d'un T-72. Alors, on voit le char exploser, mais je ne sais pas s'il s'agit de l'attaque d'un drone kamikaze ou d'un tir d'artillerie direct. En tout état de cause, ici, le T-72 ukrainien a bien été détruit il y a 48 heures.
Les forces aérospatiales russes restent actives ici sur la partie nord du front de Louhansk, puisque le 17 août, ici, des bombardements ont eu lieu. Mais sur cette partie nord, il y a plus d'informations dans le secteur de Kupiansk, ici. Au nord de la ville, et comme vous pouvez le constater, les deux armées ont sécurisé du terrain. D'abord les Ukrainiens, ici, entre les villages de Tishinkivka et de Kindrativka. D'ailleurs, ici, une position de l'armée ukrainienne a été bombardée le 18 août dans le village même de Kindrachivka. Quant aux Russes, ils ont sécurisé un petit peu plus au sud le village de Radkivka, ici, donc toujours en direction de Moskovka. Dans la ville de Kupiansk, les forces aérospatiales russes ici ont bombardé la ville le 15 août. Et à l'est de la ville, ici, nous avons une vidéo qui a été publiée le 19 août, dans laquelle on peut observer un char ukrainien faire feu à bout portant sur une habitation donc, dans ce secteur, ce qui laisse à supposer la présence de soldats russes dans ce secteur de la ville de Kupiansk. Donc ici, vous avez donc la ville de Kupiansk qui est ici, donc c'est à l'est de la rivière Oskil. Et enfin, nous allons terminer ce secteur avec une colonne blindée russe qui a été interceptée par des drones kamikazes ukrainiens dans le secteur de Liman Perchi la journée du 16 août. Et les drones ukrainiens sont parvenus à détruire donc ici 2 chars, dont un T-80. Et un petit peu plus au sud, ici, c'est 3 MTLB russes qui ont été détruits dans la même journée. Donc voilà pour ce secteur donc de Kupiansk. Un petit peu plus au sud, ici, un sénator de l'armée ukrainienne a été détruit le 15 août par un drone kamikaze. Et nous allons nous porter sur la partie sud du front de Louhansk, ici, dans le village de Ridkodoub. Sur la partie ouest, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes le 16 août. Donc pour rappel, dans la dernière vidéo, nous avions ici observé une attaque de l'infanterie ukrainienne. Et depuis le 16 août, l'unique information géolocalisée et documentée ici nous vient de la partie ouest de ce même village avec une présence russe. Les Russes ont sécurisé de nouveau du terrain ici au sud du village de Kharkivka, mais également au sud de Zelena Dolina, ici où ils ont donc sécurisé les abords est du village de Chandriolovie. Direction la ville de Torskié, qui est d'ailleurs maintenant passée en grande partie sous contrôle de l'armée russe, comme vous pouvez ici le constater. Il reste ici une partie sud sous contrôle ukrainien, qui nous empêche pour l'instant d'annoncer la ville de Torskié entièrement sous contrôle des Russes. L'infanterie russe continue également d'attaquer sur l'ouest de Torskié, et plus précisément dans le sud du village de Zarichnie. Dans la journée du 19 août, ici, nous avons tout d'abord un char ukrainien qui progresse le long de cet axe et qui tire là également à bout portant sur des habitations, donc ce qui laisse présager une présence russe ici. Et dans cette même journée, et pas très loin de ce secteur, l'infanterie ukrainienne ici a été attaquée par des drones kamikazes russes dans cette même journée du 19 août. Donc secteur dynamique ici au sud de Zarichnie, tandis que les Russes ont avancé de manière significative dans la commune de Torskié. On se déplace maintenant sur le front de Siversk et plus précisément dans la forêt de Serebrianka où on note une avancée significative de l'armée russe qui a étendu sa zone de contrôle dans le secteur du village de Dibrova, comme vous pouvez ici le constater, mais également ici un petit peu plus à l'est où ce secteur est passé sous contrôle de l'armée russe, et un petit peu plus au sud, là également, nous avons donc cette partie du terrain, ici, qui correspond à 8 km² de terrain, donc c'est la même partie ici, qui est également passée donc sous contrôle russe, donc on se situe au nord et à l'ouest du village de Riorivka. Ici, une position ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 19 août, donc ce qui veut donc dire que ce secteur n'est pas encore sous contrôle russe. Et enfin, les Russes ont avancé dans le village de Serebrianka. Une attaque a été menée le 16 août dans laquelle les fantassins russes ici ont hissé plusieurs drapeaux de leur unité dans ce même village de Serebrianka. Et pourquoi je n'ai pas passé ici le village de Serebrianka sous contrôle russe, puisque 2 jours plus tard, l'infanterie ukrainienne ici a été bombardée, donc le 18 août. Donc les abords est de Serebrianka ici sont passés sous contrôle de l'armée russe. Donc voilà pour ce front de Siversk ici où on note des avancées significatives de l'armée russe donc dans la forêt de Serebrianka, mais également en direction du village du même nom. On se déplace, nous arrivons sur Chassifiar, aucune information donc depuis cette ville.
À l'ouest de Chervonier, un VBL ukrainien a été détruit le 20 août et à proximité, on peut également voir la carcasse d'un BMP, mais je ne sais pas si c'est un BMP russe ou ukrainien. Et j'ai également vu des rapports concernant une attaque en cours des Russes depuis le village de Stupochki en direction de la ville de Kostantinivka par l'est. Et je n'ai pas encore eu de confirmation visuelle de cette information. C'est pour cette raison que je n'ai pas modifié les zones de contrôle, mais uniquement cette flèche qui indique une attaque en cours. Au sud de Kostantinivka, ici, une vidéo a été publiée le 14 août dans laquelle on peut observer la carcasse d'un Humvee. Les forces aérospatiales russes ont bombardé le village de Pleshivka, ici. Et enfin, l'infanterie russe a continué d'avancer à l'ouest de Bilaora, puisqu'ici, une position a été bombardée le 19 août, et ici, une autre position a été bombardée hier dans la journée. On se déplace un petit peu plus vers le sud ici, et plus précisément à l'est de Katerinivka, ici où les Ukrainiens ont sécurisé cette partie du terrain, et une position de l'armée ukrainienne a été bombardée ici dans cette mine, le 18 août. Et j'ai oublié de vous annoncer ici qu'un Gvozdika russe a été endommagé à l'est de Bakhmout par 2 drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 17 août. Alors je dis ici endommagé car je n'ai pas constaté d'explosion après la frappe des 2 drones dans la vidéo. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk. Ici, un MTLB russe a été détruit au sud de Popifiar le 15 août par un drone kamikaze ukrainien. Et au nord du village de Popifiar, ici, l'infanterie russe est passée à l'attaque les 18 et 19 août. Elle a notamment ici été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens et ici bombardée par l'artillerie ukrainienne. Comme toujours, on constate que l'infanterie progresse toujours le long de ces bandes forestières dans lesquelles, en général, il y a des tranchées. La ville de Toretsk, alors à pas confondre avec l'autre ville de Toretsk, ici a été bombardée par une FAB 3000 hier dans la journée. On note également une avancée des Russes à l'est de Mayak, puisqu'ils ont sécurisé ici cette partie de terrain, et leur infanterie ici a été attaquée par des drones kamikazes le 20 août. Donc dans le village de Pankivka, en direction de Volodymyrivka. Ensuite, nous arrivons sur la partie nord de Pokrovsk, là où les Russes avaient exploité une faiblesse dans le système défensif ukrainien. Alors j'ai eu beaucoup de géolocalisation et d'informations depuis ce secteur, mais pas dans la zone qui était ici contrôlée par les Russes, donc dans le secteur de Koucheriv Yar, donc qui à mon niveau reste ici sous contrôle des Russes. À l'est de ce même village ici, une position russe a été bombardée le 18 août. Et par contre, ici, c'est dans le nord où il y a eu des modifications. Les Ukrainiens ici ont repris cette partie du terrain, donc au nord de Rubizhnie. Et par contre, ici, il y a eu beaucoup d'informations, comme vous pouvez le constater. Donc, dans un ordre chronologique, le 14 août, ici, les Ukrainiens ont hissé un de leurs drapeaux, donc dans le village de Zoloty Kolodiaz. Ici, on peut également voir dans cette même journée du 14 août, l'infanterie ukrainienne faire mouvement. Le lendemain, le 15 août, ici, nous avons une position russe, plus précisément des fantassins qui sont retranchés dans cette habitation, être attaqués par un drone terrestre ukrainien, équipé d'une mitrailleuse. Et sur la partie ouest, ici, dans la journée du 17 août, on note la présence d'infanterie russe et ukrainienne. Et ici, l'infanterie ukrainienne est passée à l'attaque, donc dans cette journée du 17 août, attaque dans laquelle un soldat russe s'est rendu. Et ici, un petit peu plus à l'est, 2 positions russes ont été bombardées dans cette même journée. Et enfin, et pour terminer, le 20 août, une position russe a été bombardée à l'est de Marivka, ici, dans ce secteur exactement. Il pourrait s'agir d'un groupe de reconnaissance, mais ici, donc, j'ai étendu la zone grise ici en défaveur des Ukrainiens, et ici, j'ai réduit la zone de contrôle russe, puisque le village de Zoloty Kolodiaz était en partie sous leur contrôle, mais avec ces dernières informations et géolocalisation ici, j'ai diminué la zone de contrôle russe dans ce secteur. Donc je dézoome pour bien vous montrer donc, la situation ici au nord de Pokrovsk. Pas de grandes modifications sur le contrôle russe, mais par contre ici, il y a de nombreux combats dans cette zone ici qui est actuellement disputée.
On se déplace un petit peu plus vers le sud, donc sur la ville de Pokrovsk. Ici, on note des positions de l'armée russe qui ont été bombardées les 15 et 16 août. Mais ce qui est important ici de noter, c'est que la ville de Myrnorad a été particulièrement visée et donc est bombardée par les forces aérospatiales entre les 16 et 21 août. Et en général, lorsque les forces aérospatiales bombardent particulièrement un secteur, c'est que cela laisse présager des opérations terrestres sont en préparation et on pourrait s'attendre ici à une nouvelle attaque des Russes, donc depuis l'est ou le nord de Myrnorad, ces prochaines semaines. Et toujours ici afin d'éviter la zone la plus fortifiée de Pokrovsk qui se situe au sud-est. Ici, comme vous pouvez le constater, toutes ces indications orange, ce sont des fortifications. Sur la ville même de Pokrovsk, les Ukrainiens ont de nouveau sécurisé la partie du terrain qui avait été précédemment disputée par les groupes de reconnaissance russes. Et ici, dans le village de Leontovichi, les forces russes ici ont bombardé ce secteur avec un TOS dans la journée du 19 août. Donc voilà pour la situation donc sur Pokrovsk, avec donc des combats sur la partie nord ici, et la ville de Pokrovsk ici où les Ukrainiens ont de nouveau sécurisé le centre-ville, mais les Russes semblent préparer une attaque depuis l'est. On se déplace un petit peu plus vers l'ouest, dans le village de Oudachnie. Ici, dans ce village, ici, dans un ordre chronologique, dans la journée tout d'abord du 18 août, ici, nous avons une position russe qui a été bombardée dans le sud du village. Et ici, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut voir l'infanterie ukrainienne progresser dans ce secteur. Et ce matin, ici, les Russes semblent avoir attaqué la partie nord du village de Oudachnie, puisqu'ils ont pris ici une nouvelle position donc dans ce bâtiment qui a été bombardé donc ce matin par l'artillerie ukrainienne. Donc secteur de Oudachnie qui est actuellement disputé. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, où on note une avancée des Russes ici au nord de Kotlyarivka. Ici, dans la journée du 18 août, les Ukrainiens sont passés à l'attaque, ici avec un Bradley qui fait feu sur des positions russes à bout portant, donc dans ce secteur. Et un petit peu plus au sud, et toujours dans cette même journée du 18 août, c'est un M113 ukrainien qui débarque un groupe de combat dans ce secteur. Donc ces informations ici ont eu pour effet de réduire la zone de contrôle russe. Ici, dans le village de Orikovier, l'infanterie ukrainienne a pris d'assaut ces tranchées qui sont donc depuis le 18 août sous leur contrôle. Ensuite, nous nous déplaçons vers l'ouest. Nous avons ici des géolocalisations de matériel détruit. Ici, nous avons un Mastiff qui a été détruit. Ici, un autre VBL ainsi qu'un char ukrainien qui a été détruit ici le 17 août par un drone kamikaze russe. Les Russes ont progressé au nord de Yalta. Ici, ils ont notamment sécurisé cette partie ici jusque vers la frontière de l'oblast de Dnipro. On se déplace vers l'ouest où, alors dans la dernière vidéo, des éléments d'infanterie russes avaient été observés donc dans le village de Andrivka Klevstovie en hissant plusieurs de leurs drapeaux. Et dans la même journée donc du 14 août, les Ukrainiens ont contre-attaqué. Ils ont repris le contrôle de ce village ici avec en hissant donc plusieurs drapeaux et ils ont continué leur avancée vers l'est puisque hier des éléments avancés ukrainiens ont hissé un drapeau dans le village de Tolstoï, village qui n'est pas sous le contrôle de l'armée ukrainienne, puisque dans la partie est ici, des soldats russes ici ont été attaqués par des drones kamikazes dans cette même journée du 21 août. Donc ici, on note une contre-attaque locale ukrainienne qui a permis de reprendre le village de Andrivka Klevstovie et des éléments avancés ukrainiens sont actuellement dans le village de Tolstoï. On se déplace vers le sud. Ici, nous avons un autre char ukrainien qui a été détruit le 18 août, apparemment par un tir direct de l'artillerie russe, mais je n'en suis pas sûr à 100%. On note une consolidation des Russes dans le village de Malivka. Ici, une position de leur armée a été bombardée le 21 août, ainsi qu'une autre ici. Et on note également deux avancées russes, ici dans le secteur de Zelenie-Polier, ainsi qu'en direction de Olivski. Et enfin, pas d'autres informations ici sur le front de Zaporizhia, mis à part des géolocalisations ici de matériel détruit. Ici, nous avons un char russe qui a été détruit le 16 août par un drone kamikaze ukrainien. Ensuite, le 19 août, ici, c'est un train de marchandises russe, et notamment avec des citernes, qui a été attaqué le 19 août et immobilisé ici exactement. Donc le train venait depuis l'ouest. Il a été attaqué à plusieurs reprises par des drones kamikazes ukrainien et il a été immobilisé ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
Et enfin, nous allons terminer donc sur ce front de Zaporizhia avec la destruction ici d'un lanceur S-300 russe dans la journée du 20 août. Et le lanceur a été détruit soit par l'artillerie, soit par des missiles ukrainiens. Et je viens d'apprendre, là, juste en terminant la vidéo, que les Russes étaient repassés à l'attaque sur la ville de Kamianski. Et comme vous pouvez ici le constater, ils ont repris un petit peu de terrain qui avait été précédemment disputé par les Ukrainiens. La ville de Odessa a également été bombardée dans la nuit du 19 au 20 août et nous allons terminer avec la Crimée. En Crimée, à l'ouest de Sébastopol, ici, cet aérodrome a été attaqué par des drones kamikazes le 21 août et suite à cette attaque, des incendies se sont déclarés sur cette partie de l'aérodrome. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 22 août 2025. Donc en résumé, on note des avancées ukrainiennes sur les fronts donc de Louhansk à Toretsk, à Donetsk ainsi que sur Dnipro. Et quant aux Russes, ils continuent leur avancée sur les fronts de Louhansk à Siversk, à Donetsk et également sur Dnipro. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et pour tous vos messages. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, vendredi prochain, pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour accéder à CyberGhost VPN. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.